Test, test, ça y est. S'il vous plaît, je vais vous demander de reprendre place pour la deuxième et dernière table ronde. Donc, avec Monsieur Marc Charrière de Nokia, Monsieur Grosjean de la société Adista, Dominique Leroy, donc, qui représente une collectivité, Seine-et-Marne numérique, et donc Monsieur Legrand, qui sera représenté par Aubin. Bernard, excusez-moi, j'ai pas tout mémorisé. Donc pour la fédération Infranum. Et donc pour cette seconde table ronde, on a effectivement choisi avec Pierre-Jean, proposé aux intervenants de regarder un petit peu plus du point de vue des entreprises et du besoin des entreprises et comment les choses se déclinaient au regard des entreprises. Voilà, dans quelle mesure c'est possible d'être observé. Voilà. Je vous laisse la parole, Eric, qui va animer. Très bien. Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette table ronde où il manque très nettement des toutes, mais bon, voilà, c'est comme ça. Théoriquement, on n'a plus le droit de faire ça, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Alors, on va parler donc effectivement, il y a non seulement les femmes manquent autour de cette table ronde, mais ce qui manque aussi, c'est, on le sait, on l'a vu ce matin, finalement aussi une compréhension de la demande. De la demande des entreprises en particulier. Donc on s'interroge finalement sur cette inconnue qui est la demande des entreprises. On l'a vu à travers les travaux des chercheurs. En fait, on ne sait pas très bien quels sont effectivement les véritables comportements d'adoption. Et par ailleurs, on a vu aussi qu'un grand nombre d'entreprises n'adoptent pas. Et la question, c'est est-ce que c'est juste un défaut d'adéquation de l'offre à la demande, ou est-ce que c'est une demande qui ne s'exprime pas alors qu'elle devrait s'exprimer? Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'on penche plutôt d'un côté ou de l'autre. Il y a évidemment la diversité des besoins des entreprises qui appartiennent à des secteurs différents, font des métiers différents et pour lesquels l'offre de services, l'offre de plus grande connectivité peut représente des opportunités éventuellement variées. Il y a le lien entre la connectivité et la performance économique, ça a été évoqué par les chercheurs, avec un problème de délai qui a aussi été souligné, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la fibre arrive pour que tout d'un coup des gains de productivité s'observent. Il faut faire beaucoup de transformations organisationnelles avant. Il faut que ces transformations organisationnelles réussissent, ou ces transformations des modèles d'affaires, etc., réussissent avant que ça se traduise effectivement en performance économique. Et puis, il y a une dernière question aussi, parce que les entreprises sont diverses, c'est la question de l'aptitude à maîtriser la transformation numérique. Il faut quand même ne jamais perdre de vue que lorsqu'on fait ces statistiques pour savoir quel est le pourcentage d'entreprises qui adoptent pas, etc., que en fait la taille des entreprises, ça obéit à une loi de puissance, c'est-à-dire qu'il y a de très nombreuses toutes petites entreprises et PME et de bien moins nombreuses ETI et de très rares grandes entreprises. Et les pratiques, ça a été souligné par exemple par les travaux de l'INRAE, par exemple, effectivement, une firme multi-établissement, d'emblée, elle a des besoins de connectivité plus grands qu'une firme de toute petite taille, monosalariée, etc., etc. Et donc, on va essayer de comprendre ces questions-là à travers cette table ronde. Donc, dans un premier temps, on dressera une photographie de la situation des entreprises et de leurs besoins, de leurs difficultés aussi à
à aborder le très haut débit. Puis on évoquera dans un deuxième temps la complexité, c'est-à-dire au fond la connaissance insuffisante qu'on a du lien entre connectivité, services et usages. Les usages s'appuient sur des services et c'est in fine l'adéquation des services aux usages et le développement de nouveaux usages qui permet, qui justifie l'adoption du numérique, enfin du très haut débit. Mais ma langue a fourché à juste titre, hein, du numérique en général. Hein. Il y a aussi évidemment des usages qui sont extrêmement variés, ça a été aussi évoqué par les chercheurs. Il y a des usages qui sont plus innovants, il y a des usages qui sont liés au métier, donc il y a des métiers qui ne justifient pas nécessairement qu'on utilise le très haut débit. Et puis il y a des usages courants, mais qui peuvent, comme tous les usages qui supportent le télétravail aujourd'hui, peuvent justifier au contraire le recours au très haut débit. Bref, il faut comprendre les usages si on veut comprendre l'adoption. Et on discutera enfin des différents types d'entreprises, avec notamment la question qu'on peut se poser de savoir s'il n'y a pas des effets de seuil, c'est-à-dire en deçà d'une certaine taille, au fond, il n'y a pas de spécialistes des technologies de l'information, du numérique dans les entreprises. Et donc effectivement, là, il y a un problème culturel assez profond parce que et ça a été évoqué aussi ce matin, l'interlocuteur des offreurs de services ou les interlocuteurs des offreurs de technologie, en fait, ne comprend pas la technologie et donc il a du mal à comprendre comment il peut, en fait, utiliser la technologie, les potentialités de la technologie pour éventuellement transformer ses usages. Et ça, c'est un problème non pas vieux comme le monde, mais en tous les cas vieux comme les études des chercheurs qui travaillent sur la technologie, qui essayent de comprendre en fait comment la boucle peut être bouclée. En gros, les offreurs de technologie ne connaissent pas nécessairement les usages et les offreurs et les usagers ne connaissent pas les potentialités de la technologie. Donc il y a un problème de dialogue. Et puis on verra aussi, et on terminera un peu la table ronde là-dessus, sur en fait les perspectives à long terme. On a évoqué l'idée que la transformation liée au haut débit, comme l'ensemble des transformations numériques, c'est des transformations qui se développent dans le temps, et donc on abordera aussi cette perspective de long terme. En fait, non seulement la technologie et l'évolution des usages sont complexes à comprendre, mais en fait, il faut se projeter à 5 ou 10 ans si on veut que précisément les acteurs adoptent et bénéficient plus exactement ou profitent des opportunités que leur offre la technologie. Alors on va commencer par une intervention de Aubin Bernard qui remplace Philippe Legrand qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin et qui va présenter au nom d'Infranum les principaux enseignements du baromètre usage et perception des décideurs en matière de fibre optique. Merci Eric, bonjour à toutes et tous. Effectivement, oui, je suis Aubin Bernard, je m'occupe pour la Fédération Infranum des affaires publiques et des affaires internationales. J'ai le plaisir de représenter Philippe Legrand qui est actuellement bloqué dans un train entre Caen et Paris-Saint-Lazare. Donc il m'indique qu'il était tout à fait confus et il s'excuse. Je le représente ce matin au pied levé. Peut-être vous dire ce qu'est Infranum. Nous sommes une fédération professionnelle qui a été fondée en 2012. Objectif, accompagner la naissance, la création du plan France Haut Débit. On va fêter nos 10 ans cette année. On représente l'intégralité de la chaîne de valeur des infrastructures numériques, donc tous les métiers de cette filière, des centres de formation, en passant par les équipementiers, les constructeurs, les intégrateurs, et puis évidemment l'opérateur d'infrastructure et l'opérateur commercial qui va s'adresser au client final, qu'il soit grand public ou entreprise. Infranum se positionne sur ce que nous on appelle le marché entreprise depuis plusieurs années. On a une commission de travail dédiée avec des entreprises telles que Adista, Olivier est à ma droite, avec Nokia, Marc tout au bout de la table, Soline tout à l'heure sur la première table ronde, ou même encore Brice pour Covage. Donc on s'est entouré de tous ces acteurs qui travaillent pour les entreprises, les TPE, les PME et les ETI et grands groupes évidemment.
avec à la fois des opérateurs d'infrastructures, commerciaux. Voilà. On en essaie de reproduire ce schéma spécifiquement pour le marché entreprise. Donc, vous dire un mot de notre baromètre sur la fibre en entreprise qui a été publié en début du mois dernier avec Cova. Je ne vais peut-être pas revenir sur ces grandes conclusions puisque Brice Messier a eu l'occasion de le présenter un petit peu tout à l'heure. Je vais peut-être plutôt faire un focus sur les usages. En synthèse, ce qu'il faut retenir de cette grande étude, c'est qu'on a une augmentation assez importante du nombre d'entreprises connectées à la fibre en 2022, avec une augmentation de 50% en un an, ce qui est colossal. Ce que note l'étude, c'est que les entreprises tendent à privilégier nettement les questions de qualité et de fiabilité du service, donc la réparation en cas de panne, enfin la rapidité de réparation pour être plus précis, la question liée au débit, de la fiabilité. Pourquoi ? Parce que confier son patrimoine numérique est de plus en plus anxiogène pour toutes ces entreprises. Donc elles ont des fortes attentes en matière de qualité de service. Sur le sujet plus spécifique des usages, je peux rebondir assez facilement sur ce qui a été présenté par Madame Duvivier il y a quelques instants sur les usages. On constate également que ça prend du temps. On a des usages qui sont assez sensiblement les mêmes depuis que nous produisons ce baromètre avec l'IFOP depuis 2019. On a on va dire des choses qui reviennent assez souvent dans ce qui est cité par les entreprises qui cherchent à accroître l'accès à Internet de leurs salariés, ce qui semble peut-être assez évident, mais qui est en hausse de 8 points pour ces entreprises. On note également que ces entreprises cherchent de plus en plus à transférer des fichiers volumineux. C'est un usage important de la fibre qui permet, grâce au débit, une rapidité d'envoi. On constate également dans cette étude qu'il y a eu un effet accélérateur de la crise Covid, avec des nouveaux besoins, ou du moins des besoins qui existaient déjà, mais qui sont en nette augmentation, sur, par exemple, ça aurait été plus simple que je vous projette la slide en question, mais des logiciels métiers en mode SaaS qui sont en augmentation de 5 points, qui revient dans 56% des entreprises interrogées, ce qui est assez élevé pour des entreprises qui ont entre 1 et 249 salariés. La voix sur IP qui reste constamment citée par les entreprises interrogées, de même que la migration des infrastructures dans le cloud. Je rebondis du coup sur ce qui a été présenté précédemment, mais que nous, on trouve aussi dans notre baromètre. Un dernier sujet qui est rarement mentionné, mais je le mentionne, et c'est mentionné par 38% des entreprises, il s'agit du SD-WAN. Peut-être quelques conclusions que Infranum tire de ce baromètre. On considère que l'appétence pour la fibre optique, pour une offre sur la fibre, vient et viendra avant tout des usages concrets que les chefs d'entreprise pourront appliquer dans leur organisation, que ce soit par rapport à la production, par rapport à sa chaîne logistique. Le constat qu'on fait également, et on l'a mis en exergue avec notamment le MEDEF, c'est que aujourd'hui, il faut accélérer cette numérisation. C'est, je pense, le fil rouge de cette matinée. On a trouvé avec le MEDEF que le retard français en matière de numérisation coûtait 0,2 points de croissance par an. Donc c'est extrêmement important. Et on considère qu'il faut justement valoriser le bénéfice de cette numérisation pour chacun en parlant usage. Donc c'est pour ça que Infranum se positionne avec sa commission entreprise pour lever les freins à la migration vers la fibre. Voilà, avec plusieurs grands thèmes. La conviction évidemment de l'intérêt de la numérisation via les usages que j'ai précédemment cités, l'appréhension de l'impact coût que peut avoir une transition vers la fibre, et puis évidemment, je rebondis sur ce qui avait été indiqué par Soline tout à l'heure, la compréhension des offres des opérateurs. Et donc plus globalement, notre fédération plaide auprès de l'ARCEP, auprès du gouvernement pour une grande et nouvelle communication à l'intention des entreprises qui associerait à la fois le régulateur, à la fois la direction générale des entreprises, les organisations professionnelles, pourquoi pas même la VICA. Je pense que c'est les bonnes parties prenantes auxquelles on pourrait associer cette action pour faire le point sur les différents usages
en 2022. Il y a eu un premier travail qui avait été réalisé en 2019 par Infranum et un ensemble d'acteurs, de parties prenantes, notamment l'ARCEP. Et je pense cohérent qu'ils puissent... qu'on fasse un point un peu plus large sur ces nouveaux usages, leur évolution, les présenter de façon un peu différente, avec évidemment le sujet qui était un petit peu abordé dans notre étude en 2019, mais cette transition vers la fibre qui est une opportunité à la fois pour tous les acteurs de la filière, mais une opportunité aussi pour les TPE et les PME qui ont un fort besoin de numérisation avec des nouveaux usages très intéressants qui contribueront à accroître leur productivité et puis leur compétitivité. Merci beaucoup. Justement, parlant des usages, Dominique Leroy, qui est directeur général des services de Seine-et-Marne Numérique, qui auparavant avait occupé des fonctions de développement aussi du numérique pour le Conseil général des Hauts-de-Seine et avait auparavant travaillé du côté de l'offre chez Lucent, Colt notamment, qui a une double formation d'ingénieur et aussi un MBA. Dominique Leroy, comment vous qui avez observé justement à travers vos différentes expériences dans les Hauts-de-Seine et en Seine-et-Marne, comment vous observez cette adéquation ou cette inadéquation entre l'offre de services, les usages et donc l'adoption et l'utilisation de la connectivité fournie par le très haut débit. Merci. Ça marche? Alors, oui, ça y est, ça fonctionne. Bon, Eric est très bien renseigné. Merci. Merci Pierre-Jean et Anne pour cette invitation et cette occasion qui m'est donnée de participer à ces travaux. La question qui est posée elle est pas facile d'y répondre. Je me suis un petit peu creusé la tête. Peut-être deux mots tout d'abord pour redire ce qu'est Seine-et-Marne Numérique. C'est un syndicat mixte, comme il en existe aujourd'hui pas mal en France, qui ont pris sur leur dos l'aménagement numérique du territoire. Et grosso modo, pour faire très court, comment on amène la fibre partout où le marché ne va pas. Donc la Seine-et-Marne a une longue histoire et je salue Ariel qui a été l'initiateur de cette histoire en Seine-et-Marne et dont j'ai pris la suite depuis maintenant bientôt 9 ans. Comme le temps passe, et effectivement, je regarde, en préparant, j'ai regardé un petit peu le chemin qu'on a parcouru depuis le début. Tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est que on parle d'usage et ça ressort de toute la matinée. C'est quelque chose qui est assez difficile à mesurer dans les entreprises. Et donc, comme ça, c'est difficile. Je me suis dit, avant, on a les opérateurs apportent du service et on a parlé de connectivité avant tout. Dans le service, on connaît mieux, on sait mieux ce que les entreprises adoptent. Et puis la connectivité, on a largement parlé. C'est plus facile à définir. Et tout ça, ça vient au service de quoi? Ça a été aussi évoqué, de l'innovation, du développement commercial, parce que ça n'est qu'un moyen en fait, ce qu'on développe. Et après, ce qu'en font les entreprises en termes d'innovation, de développement commercial, de gain de productivité, à moins que ce ne soit la sécurité des entreprises et la sécurité informatique qui n'embarque le tout et qui est complètement transversale à tout ça. Ça a été soulevé tout à l'heure par une dame qui est intervenue sur le sujet. Je me transpose un petit peu parce que quelque part on est un syndicat mixte comme le nôtre. C'est une petite PME. On est 15-20 agents. On bénéficie pas du support direct du département. C'était un choix d'être complètement autonome. Et les problématiques qui se posent à nous, elles se posent aux chefs d'entreprise. Et quand je vois effectivement
les questions qu'il faut se poser dans la transition. Déjà, comprendre la technologie, qu'est-ce qu'on fait. Alors, chez nous, c'est ma directrice administrative et financière, c'est pour le ressources, qui traite ça. On a de la chance, on a de la compétence en interne pour faire les choix, mais je me mets à la place du chef d'entreprise qui n'est pas dans le domaine et qui connaît rien à la technologie. C'est compliqué pour lui. Alors, malgré tout, pour essayer d'illustrer un petit peu ce qui se passe sur notre territoire, en termes de connectivité, pour essayer d'illustrer le sujet de l'usage, ce que j'ai observé, c'est quand même sur le réseau d'initiative publique de première génération, donc l'offre FTTO, qui a été créée, le réseau s'est construit entre 2006 et 2009. On a fait 133% de croissance à peu près continue sur les 5 dernières années. Alors on a atteint un peu plus de 2500 sites raccordés sur à peu près 10 ans. Et puis depuis 5 ans, on a plus que doublé. Donc il y a une accélération de l'adoption. Ce qui est difficile de dire, c'est pour faire quoi. Ce qui est assez intéressant, c'est que le parc raccordé aujourd'hui, il est composé il y a un an à peu près, c'était les chiffres il y a un an, à 63% de PME, à 13% de TI, et les grands comptes ne représentant que 7%. Alors certainement une forte valeur du chiffre d'affaires, mais il y a une forte adoption. On est loin du compte en termes de pénétration, parce qu'on doit être qu'à quelques pourcents de taux de pénétration du marché, mais néanmoins, on se rend compte que sur le camembert, il y a déjà une forte proportion de PME qui ont adopté, qui ont besoin. Je mets dans les PME, c'est des marques numériques. On a 2 fibres, nous, on a une pour de la voix, on a une pour tous les autres usages. Et je rappellerai juste qu'en termes de connectivité, on n'a pas forcément besoin de gros débits. En Seine-et-Marne, il y a plein de communes qui sont pas éligibles à la DSL. Et que si on veut avoir un minimum de services, il faut que la fibre arrive alors, il y a eu des solutions radio intermédiaires qui existent et qui fonctionnent, mais que toutes les entreprises n'ont pas forcément besoin de 100 mégabits pour répondre à leurs besoins. En matière de services, Aubin rappelait les services tout à l'heure qui étaient appelés par les entreprises et qui sont assez classiques d'accès à Internet, d'interconnexion, de communication unifiée. On observe quand même que sur le réseau d'initiative de première génération, on a 136 opérateurs fournisseurs de services qui utilisent ce réseau. Ça veut dire qu'on a eu une offre concurrentielle en matière de services qui est absolument incroyable. Regardez le rapport d'activité du délégataire 2021. 70 de ces opérateurs ont passé une commande à Covage. Donc, je puis dire Covage, l'exploitant le délégataire de la DSP. On a 70 opérateurs qui ont passé au moins une commande dans l'année sur ce réseau, ce qui est absolument considérable. Et en fait, quand on regarde, ce qui se passe, c'est que on a différents types d'acteurs, je crois que c'était souligné tout à l'heure, qui vont pas adresser les mêmes types d'entreprises, qui vont pas adresser les mêmes domaines, qui vont pas être sur le même niveau de marché. Il y a du haut de marché, il y a du bas de marché, avec qualité de service faible, très forte qualité de service, et donc il y a un vrai besoin de concurrence sur les services pour répondre aux attentes des entreprises. Et ce besoin, à partir du moment où on y répond, le passage à la fibre est fait. Ce qu'on observe, c'est que la croissance des débits est certainement un indicateur, ce qu'on appelle les upgrades, est certainement un indicateur de l'adoption des entreprises qui ont fait la bascule et qui après développent ces usages, puisque si on regarde sur le nombre de bons de commande passés dans une année, le nombre d'upgrades est absolument considérable. Et alors on ne va pas en diminuant, on va forcément en augmentant. Et c'est vrai aussi bien pour les entreprises d'ailleurs que pour les services publics, parce que je regardais le cas des collèges et des lycées qui ont été intégralement fibrés en Seine-et-Marne dès 2016. Ils ont commencé à 6-10 mégabits, ils sont tous aujourd'hui à 100 mégabits. Donc l'adoption se fait. Et je voulais
conclure sur cette partie-là en disant en pointant qu'il y avait un véritable enjeu sur la partie sécurité et sur l'apport de ces services pour aussi accroître la sécurité des acteurs, aussi bien des services publics que des entreprises, fiabiliser le stockage de données, fiabiliser les accès, et que aujourd'hui il y a une vraie opportunité de fiabiliser tout le secteur. Merci beaucoup. Alors Olivier Grosjean, est-ce que je me trompe si vous qui avez une formation d'ingénieur en informatique et qui avez passé votre vie dans des sociétés, on appelait ça autrefois des SS2I, des sociétés de services en informatique, est-ce que je me trompe si vous, précisément, votre métier, c'est pas de transformer en fait les potentialités de la technologie, les technologies les plus avancées, le cloud, etc., en service pour les entreprises, en service sur mesure pour les entreprises. C'est ça votre boulot chez CTO? Bah oui, c'est pas mal comme définition. Parce qu'en fait, notre rôle à Dista, puis je dirai quelques mots après sur Adista après, finalement, c'est de simplifier la technologie et de la sécuriser. On a parlé pas mal, j'ai entendu pas mal de mots sécurisation et cyber, et on y reviendra. Je pense que c'est important. Donc Adista, juste en quelques mots, si vous ne connaissez pas, on se définit comme un opérateur de services hébergés. C'est-à-dire qu'on va accompagner effectivement nos clients, des collectivités, dans leurs usages du numérique, dans la transformation qu'ils peuvent avoir, dans leur métier, avec leurs collaborateurs, sur l'ensemble du spectre informatique. Donc il va y avoir des télécoms, il va y avoir des télécommunications au sens voix, mobile, du cloud, de l'informatique, etc. Aujourd'hui, Adista, c'est presque une vieille maison, en tout cas à l'échelle de l'informatique, puisque ça existe depuis un peu plus de 40 ans. Et donc on adresse aujourd'hui 50 000 clients, alors dans des canaux de vente directe, dans des canaux de vente indirecte. Mais ces 50 000 clients, on va se concentrer sur leurs usages et on va essayer de décliner des offres qui correspondent à leurs usages. Alors évidemment, on est un opérateur, un OC, un opérateur commercial. Adista s'est déployé très vite, très tôt dans les régions avec les DSP, et on a également beaucoup grandi avec le déploiement de ces réseaux fibres. Mais moi, je voulais revenir sur un basique. On essaye ce matin de remettre une causalité entre la connectivité et les usages. Finalement, il n'y a pas de lien très direct. Parce qu'en fait, les usages, en tant que particulier, vous n'avez pas pris la fibre chez vous pour la fibre. Probablement parce que vous vouliez voir Netflix, ou plutôt vos enfants voulaient voir Netflix, ou vous voulez jouer à des jeux en ligne. C'est ça le véritable usage chez vous. Et bien en entreprise, c'est pareil. En fait, l'entreprise, elle va chercher à avoir un ERP performant, elle va chercher à gérer sa logistique, elle va gérer peut-être de la monétique, si elle a de la vente en ligne, elle va vouloir avoir une présence en ligne. Et finalement, c'est cet usage qu'elle va rechercher, c'est cette transformation numérique qu'elle va rechercher, et la connectivité est un prérequis, ou plutôt un support à tout ça. Donc c'est très important de remettre ça en tête, parce que lorsqu'on discute, nous, avec nos clients, Soline le disait tout à l'heure, ils jargonnent pas autant que nous. Enfin, ils nous demandent pas un lien FTTE 100 mégas, 4 classes de service parce que je fais passer et de la voix et autre chose, une GTR 4 heures mais le samedi 2 heures. Enfin, en fait non, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin d'une connectivité qui serve leur métier. Et leur métier, alors, je reviendrai un petit peu sur les différents usages qu'on peut avoir d'une connectivité très haut débit. Mais aujourd'hui, l'entreprise, elle a globalement deux grands besoins. Un besoin de collaboration interne, et on voyait dans les études ce matin que plus une entreprise est multisite, plus la connectivité est importante. Donc la connectivité entre les sites, pouvoir discuter, échanger, faire de la communication, de la collaboration riche et à très haut débit. Et on sait que la visio est maintenant généralisée. Et puis l'accès à Internet de manière générale, parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus aucun business qui tourne sans Internet. Parce qu'on a besoin de présence en ligne, parce qu'on a besoin de messagerie, parce qu'on a besoin de communiquer avec ses partenaires, avec ses clients, avec ses fournisseurs. Et aujourd'hui, une perte de connectivité, c'est dramatique pour une entreprise. Alors on le voit bien dans les risques cyber, lorsqu'il y a un ransomware, une entreprise qui est privée d'informatique pendant quelques jours, il y en a 30% qui ne s'en remettent pas.
La connectivité, c'est pareil. Une entreprise, généralement, s'arrête, ou en tout cas est fortement dégradée dans son activité s'il n'y a plus de connectivité. Donc cette connectivité, elle doit être très, très résiliente. J'y reviendrai un petit peu après, mais la résilience, la disponibilité du lien, dans la majorité des cas, c'est plus important que la bande passante. Nous, en tant que fournisseurs de services, constructeurs de services, on va mettre en œuvre tous les moyens qui vont bien pour la rendre résiliente, cette connectivité, quel que soit son support original. On reviendra à un FTTO, FTTH, etc. Mais on va mettre de la 4G, de la 5G, on va mettre du satellite, on va mettre encore du cuivre, parce que ce qui est important, c'est que ce soit toujours disponible. On a parlé des menaces, et là je pense que c'est une évolution de l'offre qui est nécessaire, alors qui est du ressort des opérateurs commerciaux, des fournisseurs de services, mais un lien de connectivité qui n'est pas nativement et simplement sécurisé, c'est un gros risque pour l'entreprise. Alors c'est pas une question de débit, hein, même si la menace va se propager plus vite si le débit est plus fort, mais il faut que cette offre, elle soit une offre d'entreprise, et donc qu'elle soit sécurisée. Alors sécurisée, c'est filtrer les flux réseau à l'intérieur de l'entreprise, vers Internet, depuis Internet, c'est contrôler les usages des applicatifs des collaborateurs et des partenaires, et puis avoir une vision finalement sur son niveau d'exposition au risque. C'est très compliqué pour l'entreprise de savoir finalement si ce lien qui la relie à Internet et qui est son cordon ombilical de son business, finalement jusqu'où ça l'expose à un risque. Quels sont ces risques? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Est-ce qu'elle est correctement protégée? Donc tout ça, ça doit être extrêmement simple, alors que c'est extrêmement compliqué. Donc, dans les offres qu'on va voir arriver ces prochains mois, ces prochains trimestres, en tout cas le marché travail, on va avoir des offres de connectivité qui vont intégrer cette sécurisation, et puis avec une expérience smartphone, hein, en gestion du bout des doigts, de pouvoir contrôler complètement ce qui se passe sur son lien. Mais là, on parle d'une offre de connectivité, on ne parle plus du lien en tant que tel. Mais c'est ce qu'attendent les entreprises. Je reviens juste un tout petit peu sur la disponibilité et la bande passante. Et peut-être aux 20% d'entreprises qui n'ont pas encore sauté le pas. Il faut voir que pour une entreprise qui est encore en SDSL, elle paye aujourd'hui un coût relativement modeste pour un débit qui lui convient, même si elle pourrait faire beaucoup plus avec un plus gros débit, et que finalement l'alternative est soit d'utiliser un lien FTTH au grand public, moins cher, c'est une bonne nouvelle, beaucoup plus de débit, c'est également une très bonne nouvelle, mais on l'a discuté un petit peu précédemment, avec une qualité, une résilience beaucoup moindre. Ça, c'est la première option. L'alternative, c'est de passer sur un lien beaucoup plus qualitatif, parfois avec un peu moins de débit, en tout cas un peu moins de débit garanti, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est garanti, mais par contre, beaucoup plus cher. Donc le choix, il est là aujourd'hui, hein, pour les entreprises. Et c'est cette difficulté de choix qui, à mon sens, explique de temps en temps un non-choix, puisque finalement, ça ne fonctionne pas si mal que ça encore en SDSL. Maintenant, si on parle un petit peu des usages que peuvent avoir les entreprises, moi je distingue les usages selon trois catégories. On a déjà un petit peu parlé de l'usage pour le métier, pour les métiers. Donc, qui est lié à la transformation numérique, qui est lié au fait qu'une activité a généralement une prolongation entre le monde numérique et le monde physique. Alors ça se concrétise très bien sur des points de vente, je choisis, je collecte, je continue de discuter avec le client, avec le vendeur en boutique, je rentre chez moi, je finalise ma commande, etc. Mais c'est vrai pour l'ensemble des métiers. Le business, c'est aussi le fonctionnement de l'entreprise. Donc on a parlé de logistique, on a parlé de RP. Tout ça, ce sont maintenant majoritairement des solutions SaaS, donc ils sont dans le cloud, donc elles ne fonctionnent plus si on n'est pas connecté. Et donc l'arrêt de la connectivité est dramatique. Un camion qui ne part pas, ou 1000 camions qui ne partent pas pour quelqu'un qui fait la logistique, c'est la mort du petit cheval pour l'entreprise. Chez Adista, on a une petite spécificité, on travaille beaucoup avec les SDIS, les pompiers, les établissements de santé. Imaginez la difficulté de coordonner des secours lorsqu'on n'a plus de connectivité entre les différents services de secours. Et on a parlé de la nécessité d'échanger avec ses partenaires, ses clients, et ça passe par la messagerie, ça passe par la visio, etc. Un deuxième axe qui, à mon avis, est également un fort déclencheur du déploiement de fibres en entreprise, c'est le collaborateur. Alors, on a parlé du Covid, qui a eu un effet bénéfique, s'il faut lui en trouver un.
qui est également de généraliser les politiques de télétravail, ou de les agrandir, les assouplir. Et donc les collaborateurs sont beaucoup plus souvent chez eux, travaillent de chez eux, et chez eux, ils ont la fibre. Et donc ça crée un certain niveau d'exigence, un certain niveau d'attente en fait vis-à-vis de l'entreprise lorsqu'ils reviennent en entreprise, 2-3 jours par semaine, tout dépend de la politique. On parlait de transfert de fichiers tout à l'heure, je crois que c'est toi, Aubin, qui parlait de transfert de fichiers. Bah, c'est un petit peu avant, on ne savait pas que c'était possible. On ne savait pas qu'il ne fallait pas attendre un quart d'heure pour envoyer un gros fichier, je ne sais pas quoi, de modélisation de bâtiment, si on est architecte. Et maintenant, on s'attend à ce que ce soit instantané. L'instantanéité, c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver. Hein. L'informatique change. Alors, on va remonter un peu, mais on avait l'habitude de traitements par l'eau, de gros traitements la nuit, le week-end, sur des mainframes. Aujourd'hui, c'est plus supportable. En tout cas, l'attente des métiers, c'est d'avoir un accès instantané à la donnée, aux applicatifs, etc. Et donc, nativement, on ne peut pas avoir toutes ces ressources en interne, ou alors ça coûte très cher. Et moi, c'est ce que j'appelle l'usage autour de l'IT, alors en bon français de l'infrastructure informatique, qui nécessite d'avoir accès à des ressources externes. Donc on va toucher le cloud, on va toucher la nécessité d'aller chercher des ressources à l'extérieur et de les intégrer nativement, de manière sécurisée à l'intérieur de l'entreprise. Et là, le lien de connectivité est extrêmement important, quel que soit le cloud qu'on utilise. Alors évidemment, on va promouvoir un cloud souverain, un cloud de proximité. On peut travailler aussi en cloud public, qu'il soit européen ou ailleurs, pour des usages, j'ai envie de dire, d'informatique classique, ou des choses un petit peu plus avancées, d'intelligence artificielle, peut-être demain d'IoT, de Smart City, ce genre de choses. Il y a un usage aussi que nous on rencontre fréquemment, et je finirai peut-être par celui-là, pour des grosses PME, des ETI, qui souhaitent garder des infrastructures sur site de calcul et qui ne souhaitent pas tout déplacer dans le cloud, qui est de pouvoir leur proposer des solutions de résilience, encore une fois, des solutions de sauvegarde, des solutions de plan de reprise informatique. Et là, le critère de bande passante, le critère de latence est extrêmement important pour ces entreprises, puisqu'on va déplacer, recopier énormément de données pour pouvoir les protéger. Donc là, on a besoin de travailler en proximité, on a besoin de travailler avec énormément de réactivité et de qualité, et donc le lien autour de la fibre optique avec toutes ces qualités a un vrai sens technique. Bien. Merci beaucoup Olivier Grosjean. Et donc je vais passer maintenant la parole à Marc Charrière, qui est directeur des affaires publiques de Nokia France, qui dirige aussi le groupe de travail 5G du comité stratégique de filière infrastructure du numérique et qui est également président de la commission réseau de la FNUM. Il a d'autres présidences, mais je vais m'arrêter là. Et en fait, Marc Charrière, vous nous proposez, en fait, pour comprendre la demande, d'essayer de se projeter à 5 ou 10 ans et de ne pas rester, en fait, le nez dans le guidon sur les besoins immédiats. C'est la seule façon de comprendre comment la demande peut évoluer, puisque, effectivement, les entreprises doivent se projeter, doivent changer leur... Enfin, si elles veulent profiter des opportunités du numérique, elles doivent se projeter à long terme pour changer leur business model, changer leurs pratiques, etc., sachant que ça va mettre du temps à se faire, mais en même temps, il faut aussi justement penser l'infrastructure de tout ça. Oui, merci de la question et merci de m'avoir accueilli aujourd'hui avec mes collègues. Dans ce cadre-là, je pense que ce qu'il faut peut-être rappeler, on le sait tous, mais c'est qu'on parle d'une infrastructure passive. Donc la fibre optique, après on vient mettre des équipements derrière, on vient faire des offres, etc. Mais là on parle bien de l'infrastructure passive qui vient remplacer le cuivre. Et donc c'est pas uniquement pour 2-3 ans, c'est pour des années et des années. Le cuivre, il a quand même un certain nombre d'années. On a pensé le remplacer dans les années 90, on disait tout à l'heure. Il se trouve qu'on a entre-temps inventé la DSL. Ça a permis de faire perdurer le cuivre à l'accès pendant longtemps. Mais bon, là, on est vraiment aux limites. Et cette infrastructure va durer des années. Après, on vient mettre des équipements, etc., autour, ou au bout des fibres, pour 3-4 ans, etc. Là, on est dans des temps courts. Mais la fibre, c'est vraiment un temps long.
Donc c'est bien qu'on s'intéresse de savoir si c'était bien de le faire tout de suite, peut-être dans 2 ans, etc. Si ça sert à quelque chose, s'il y a un bon taux de pénétration, etc. Mais c'est sûr qu'on ne fait pas quelque chose d'inutile. Ça, c'est en préambule. Alors ensuite, pour ce qui est de Nokia, je voulais juste dire qu'on ne fait pas de terminaux, pour ceux qui ne savent pas encore. On fait que ce que les gens croient qu'on ne fait pas, et on ne fait pas ce que les gens croient qu'on fait, bon, depuis maintenant plusieurs années. Donc on est sur toute cette infrastructure numérique, que ce soit le mobile, mais aussi le fixe, etc. Quand en France, nos communications passent dans 50% des cas à peu près dans des équipements Nokia, puisque c'est le regroupement avec Alcatel. Ça, c'est juste pour situer un peu mon propos. Donc, c'est vraiment général, quoi. On a vraiment des ingénieurs chez nous qui essayent de trouver les meilleures solutions, et je pense que c'est la bonne approche. D'essayer d'être un peu technologie agnostique. On est en train de s'intéresser à préparer une infrastructure numérique la plus performante possible pour les années à venir, qu'elle soit fixe ou mobile. Le débat fixe et mobile n'a vraiment aucun sens, parce qu'il ne s'agit que de l'accès. Si on ne parle pas de l'accès, tout est fixe. Et si on parle de l'accès, finalement, l'accès mobile, et en particulier la 5G, ce qu'on appelle la 5G un peu abusivement, a besoin de ce réseau de fibre optique, puisqu'on ne parle que des derniers mètres, hein, que ce soit du Wi-Fi ou de la 5G, à chaque fois on parle des derniers mètres pour ce qui est de mobile. Donc l'infrastructure optique est névralgique. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on parle de futurs réseaux 5G, etc., on ne devrait pas parler de 5G, on devrait parler de réseaux virtualisés, des nouveaux réseaux, des réseaux ultra haut débit qu'on est en train de mettre en place, et de réseaux qui sont ce qu'on appelle des réseaux virtualisés, qui sont des réseaux qui vont permettre toutes les applications auxquelles on pense, à commencer par la voiture connectée, même s'il y a plein d'autres problèmes derrière la voiture connectée, mais la voiture connectée, l'industrie 4.0, je vais y revenir sur des exemples, des réseaux qui nécessitent de pouvoir être des réseaux de réseaux, c'est-à-dire du slicing, ce qu'on appelle le slicing, c'est-à-dire de découper le réseau avec des VPN, mais des VPN ultra performants qui se mettent en place tout de suite, de manière intelligente, suivant les services. Donc slicing, virtualisation, c'est-à-dire qu'on a un cloud. La connectivité n'existe plus. C'est-à-dire que la connectivité, à partir de maintenant et dans les années à venir, elle doit être instantanée. On ne doit plus voir la connectivité, en fait, puisque de plus en plus, les réseaux vont faire appel à des plateformes de cloud, etc. On aura besoin de ne pas voir le réseau. C'est-à-dire que le réseau va finalement être ultra performant quand on l'aura complètement oublié. Ça, c'est la connectivité. Elle va être remplacée par la virtualisation, c'est-à-dire que entre ce qu'on a actuellement, la connectivité et les services, on est en train d'implanter un ensemble de logiciels et de cloud télécom, ce qu'on appelle le réseau virtualisé. Donc on a des boîtes dans les régions, sur le terrain, qui sont le plus bêtes possible. Et ensuite, on a des réseaux de plateformes qui vont pouvoir s'adapter très vite à la demande. Si on a une demande, par exemple, pour un stade où on a d'un seul coup 80 000 spectateurs qui envoient des vidéos, etc., le réseau va s'adapter juste pour ce moment-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle la virtualisation des réseaux, c'est-à-dire toutes les fonctions réseau qui sont mises sur des plateformes plus ou moins proches des utilisateurs avant
les réseaux de services, plateformes de cloud pour les applications. Donc ça, c'est la virtualisation, slicing, avec une qualité de service très forte et un mélange finalement des applications sur cette couche intermédiaire. On va observer un mélange entre des fonctions réseau qu'on avait avant et des applicatifs, parce que le réseau virtualisé va devoir savoir ce qu'il fait. Est-ce qu'il est en train de s'occuper d'une voiture connectée ou est-ce qu'il est en train de gérer un service bancaire? Il ne va pas réagir de la même façon. Donc on va avoir un mélange entre les applications et le réseau, ce qui n'existait pas avant. Avant, on avait juste d'un point à l'autre, on voulait que la connexion soit la meilleure possible. Là, on va avoir un réseau qui va devoir travailler avec les fournisseurs de services. Donc par exemple, dans l'industrie, dans tout ce qui est application professionnelle, les professionnels vont devoir travailler avec les fournisseurs de services. Et ça, c'est nouveau et c'est névralgique pour l'économie de demain. Je vais juste y revenir un petit peu. Donc ça, c'est vraiment le réseau de demain. Alors si on se place à 2030, il y a beaucoup de technologues, etc., qui réfléchissent à 2030, qui parlent de réalité augmentée, on en entendait parler, de fusion entre le numérique et entre le virtuel et le réel, réalité augmentée, etc. Donc ça, c'est des grands mots. Moi, je dirais que ce qu'il faut voir, c'est qu'on va avoir besoin du réseau avec ses performances extrêmes, donc qui va disparaître, faire des réseaux de réseaux. Pourquoi? Parce que les réseaux vont devoir être multiservices, ils vont devoir s'occuper à la fois dans une ville de l'éclairage public, etc., sans qu'on ait besoin de mettre en couche plusieurs types de réseaux à l'accès. Ça, c'est très important aussi pour le développement durable, donc d'avoir un seul réseau qui fait tout, et une qualité de service et une sécurité, les trois points. Comme exemple, on commence à voir arriver les exemples. Par exemple, je citais l'autre fois les champs éoliens. Les champs éoliens, si on les traite pas comme un ensemble, si on ne traite pas plusieurs dizaines de champs éoliens comme un seul et même ensemble, on a besoin de mettre à côté des centrales thermiques pour pouvoir lisser les trafics. Donc c'est un petit peu gênant. Et des réseaux qui permettent de voir les champs éoliens très distants les uns des autres, comme si c'était un seul et même champ éolien, vont pouvoir gérer tout ça et lisser le trafic de façon bien meilleure, puisque le vent qui est à un endroit qui n'est pas à l'autre on va pouvoir compenser la gestion de ces champs. Donc ça, c'est un des exemples qu'on voit arriver assez vite. Les voitures connectées aussi, mais bon, il va falloir savoir si on résout les problèmes légaux, etc. Mais sinon, ça marche. Les ports, on commence à travailler avec les ports du Havre pour Nokia, etc. Parce qu'on va à la fois gérer... Il y a tout un tas de trafic sur un port différent qui nécessitent des réseaux privés différents pour gérer les containers, pour gérer la profondeur, pour aller draguer pour permettre les gros navires de rentrer dans le port, etc. Tout ça peut être fait avec un seul et même réseau qui, quand je dis un seul et même réseau, c'est pas un seul réseau 5G ou un seul réseau de fibre ou machin, c'est une seule infrastructure numérique qui implique tout ça. Enfin bref, je ne sais pas si je suis clair sur l'avenir, mais on sent qu'on va avoir une nécessité de ne pas s'occuper trop de la technologie active, avec par contre des infrastructures passives déployées les plus performantes possibles, donc les fréquences pour ce qui est mobile, et fibre optique pour ce qui est fixe, parce qu'il n'y a que ça, pour faire de l'ubiquité, il n'y a que la fibre optique, et que actuellement, on pense, quand on parle territoire et quand on parle service,
dans les territoires, il faut probablement étudier si c'est valable ou pas, mais il n'y a pas de doute sur le fait que dans le futur, les territoires, les compagnies qui ne se seront pas mises, y compris les petites, qui ne se seront pas mises à réfléchir à l'innovation qu'elles vont pouvoir apporter avec ça, risquent de passer à côté de leur business, des futurs business models. Et là, on est sur de l'internationalisation. Donc, les applications qui vont être mises en place utilisant ce mix réseau et applicatif, ensuite seront déployées mondialement. Donc, on ne peut pas être super bon sur tous les domaines, dans la France, qui est quand même un petit pays, mais par contre, il faut absolument qu'on ait des domaines où on ait l'innovation qui avance, mélangeant ces utilisations de réseaux du futur avec des applicatifs. Merci beaucoup. Alors, on est effectivement sur des perspectives de très long terme. D'aucuns diraient de la science-fiction pour ce qui est des usages, justement. Et cette table ronde, elle est justement centrée autour de cette question des usages. On l'a évoqué tout à l'heure en introduction, ça a été un peu sous-jacent dans un certain nombre des interventions. Bon, les grandes entreprises, même les ETI d'une manière générale, ont des spécialistes IT, ils peuvent se projeter dans l'avenir, ils peuvent réfléchir à leur futur business model. Lorsqu'on aborde les TPE et les PME, voilà, on est dans un autre univers. Est-ce que vous avez des idées sur la manière d'accélérer en fait la courbe d'apprentissage des TPE, PME? Est-ce que vous avez des idées sur ce qu'il convient de faire? Est-ce qu'il faut faire du soutien aux usages innovants? Est-ce qu'il faut faire de l'éducation? Est-ce qu'il faut faire des services intégrés sur étagère qui sont disponibles pour ces petites entreprises? Et comment on identifie dans ce cas-là les opportunités et comment on accompagne en fait ces acteurs pour se saisir en fait des potentialités de la technologie, qu'ils les comprennent et qu'ils voient comment ils peuvent transformer ça incorporer ça dans leur modèle d'affaires, on va le dire comme ça, pour faire simple. Quelques idées là-dessus, Aubin Bernard par exemple. Oui, je comprends tout à fait pourquoi la question m'est adressée, justement par rapport à mon propos tout à l'heure sur l'importance de faire de la pédagogie auprès du client final entreprise. Je pense que au-delà de ce point que j'ai mentionné tout à l'heure, il y a un soutien important à avoir auprès des TPE, PME, au-delà de leur présenter simplement des informations utiles pour leur aider à comprendre bien les offres, bien choisir ses offres et comprendre les bénéfices de la fibre. Il faut avoir aussi un accompagnant qui peut être une entreprise. Cette TPE, PME peut mobiliser de l'argent public. Il y a déjà des dispositifs qui ont été créés par le gouvernement. Je pense notamment à FranceNum, je ne me souviens plus très bien du terme qui est employé, mais c'est une sorte d'aidant numérique, un consultant qui puisse accompagner les entreprises à réussir leur numérisation. Évidemment, ça ne concerne pas uniquement les aider à passer une offre fibre, mais voilà. Simplement participer, contribuer à participer, à faire en sorte que cette entreprise s'inscrive dans la numérisation et révolutionne tous ses usages, que ce soit au niveau de son outil de production ou même sa relation avec ses salariés en termes de collaboration. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être imaginées à ce niveau-là et c'est important d'être accompagné par quelqu'un qui sait faire, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les entreprises ne sont pas forcément dotées d'un directeur des services informatiques. Beaucoup d'entreprises, finalement, ne dépendent que de leurs connaissances personnelles pour justement numériser leur entreprise. Donc, d'où l'importance de s'appuyer sur quelqu'un qui connaît les métiers, qui connaît les usages et qui sait accompagner en fonction de la catégorie de l'entreprise, des métiers qui sont exercés, et puis évidemment par rapport à sa taille. Alors Olivier Grosjean, les opérateurs commerciaux, ils sont capables d'adresser cette diversité de demandes, des métiers, etc. Voilà, on l'espère, enfin on fait tout pour. Non, je pense que ce qui est important, c'est que la transformation numérique, elle se fait pas en claquant des doigts. On passe pas d'un stade 0 à un stade 1, pour rester dans l'informatique,
du jour au lendemain ou en une seule étape. Donc l'accompagnement qu'on doit faire des structures, et quelle que soit leur taille en fait, hein, alors c'est effectivement encore plus vrai pour une structure de taille un peu plus modeste parce qu'elle a moins de ressources, moins de spécialistes, mais la transformation numérique, c'est quelque chose qui est très progressif. Alors ça demande une plateforme, ça demande des prérequis, et la connectivité très haut débit est l'un de ces prérequis. Et puis après, c'est un chemin. Et donc il faut savoir et pouvoir accompagner les entreprises tout au long de ce chemin qui se fait petite étape par petite étape, sauf si on est une start-up qui vient de se créer et on se lance tout de suite dans quelque chose de cloud natif. Mais la transformation d'une entreprise un peu plus classique, avec un petit peu plus d'historique, c'est quelque chose qui s'accompagne, c'est de la gestion du changement, encore plus d'ailleurs que de la technologie, c'est accompagner les dirigeants, accompagner les collaborateurs à l'usage du numérique. Ou Dominique Leroy, même question, alors, mais pour les plateformes publiques, pour le dire comme ouais, ça. Mais, enfin, ce que vient de dire Olivier est parfaitement juste, et pour le coup, malheureusement, j'ai envie de dire, enfin, moi, j'ai pas de solution. Hein. Quand je suis arrivé à la tête de Seine-et-Marne Numérique, le constat que j'ai fait, c'est que le réseau, le RIP 1G, était assez fort peu chargé en réalité, et qu'il y avait énormément d'entreprises. Et je vais voir la CGPME, je vais aller voir les acteurs pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Et alors le frein, c'était ce que disait un peu tout à l'heure Olivier, c'est que tant que j'ai pas le besoin, c'est le coût en fait, mon point de blocage. Les entreprises perçoivent pas. J'ai une anecdote, mais qui illustrait bien le sujet. Donc c'est une petite entreprise de transport qui se trouve au sud-est de la Seine-et-Marne. Donc sud-est, on est dans l'Aube, quasiment à la limite de l'Aube, Lyon. On commence à être très loin de Paris. Puis ils remportent un appel d'offres. Donc ils ont une connexion DSL avec un débit assez moyen. Je dirais, enfin, quand on dit, c'est pas du moyen débit, hein, c'est bien en dessous. Hein. Et ils se rendent compte après avoir gagné l'appel d'offres qu'en fait ils ont une appli en mode SaaS à utiliser, et qu'en fait avec le débit qu'ils ont, ils sont bien incapables de mettre en œuvre le marché. Et déploiement de la fibre, il est loin. Ce qu'on a fait, parce qu'il y a eu d'action politique à ce moment-là, on a notre réseau radio pour couvrir les zones faiblement couvertes en DSL. C'était un réseau WiMax à l'époque, et on a ouvert un secteur WiMax rien que pour elles, pour leur apporter de mémoire à 4 MB. Et c'est pour ça que quand je dis, il y a des communes dans lesquelles on n'a pas 512, quoi. Quand on est à 10 km du central sur un réseau cuivre qui n'est plus forcément complètement entretenu, le débit il est faible. Et donc le chef d'entreprise, il se rend compte qu'il a besoin il y a un nouvel usage de sa connectivité et de ses services, je dirais, de communication électronique. C'est du SaaS. Et puis un jour il prend le mur, et puis là il a besoin de passer à quelque chose d'autre. Et c'est un peu malheureusement souvent comme ça que ça se passe. Et plus l'entreprise est petite et moins elle est dans le domaine du numérique ou loin de ces sujets-là, et que le chef d'entreprise est pas dans le domaine, plus c'est difficile pour lui. Puis une fois qu'il a réglé le problème, parce que tout à l'heure je parlais des 136 je vais me limiter aux 70 qui ont passé une commande sur le réseau d'initiative publique l'année dernière. Un chef d'entreprise de PME, il connaît peut-être même pas un nom de ces 70. Alors sur les 70, si, parce qu'il y a quand même les grands opérateurs. Donc là, mais il y a un vrai problème de notoriété des entreprises. Enfin, Adista, qui est un acteur reconnu et très connu en France dans notre domaine, si on fait une enquête auprès des patrons d'entreprises et qu'on fait une enquête de notoriété sur Adista, et c'est pas une injure que je fais à Adista, parce que c'est un grand utilisateur de notre RIP 1G, c'est un grand acteur, et les entrepreneurs ne vont pas avoir connaissance de ces entreprises, donc de ces offres, des offres qu'ils portent, et ce que je voulais dire tout à l'heure, quand ces acteurs-là adressent des segments de marché très différents en termes de qualité de service, de profil, même de domaine d'activité dans certains cas, c'est que ces entreprises, elles sont aussi
elles n'ont pas la taille d'un Orange, d'un SFR Business Team ou d'un Bouygues, et que une fois enlevé l'effet de notoriété, et on va se tourner, enfin un entrepreneur va se tourner peut-être naturellement vers ces entreprises-là, mais il y en a plein d'autres qui vont avoir des offres beaucoup plus adaptées à son besoin et qui auront même une capacité à l'accompagner. Et puis une fois qu'on a fait l'accompagnement technologique, le chef d'entreprise, il a quand même une autre difficulté, c'est qu'il a aussi la gestion du changement, et ça c'est ce sur quoi Olivier insistait tout à l'heure, et pour le vivre en tant que petite organisation, à chaque fois qu'on a fait des changements dans notre SI, il faut accompagner et identifier tout ce qui change et puis accompagner les collaborateurs. C'est pas vrai que dans les grands groupes, c'est vrai aussi dans une petite structure de 4, 5, 10, 20 agents salariés. Marc Charrière. Oui, moi sur les usages et les offres, j'ai rien à rajouter, mais pour ce qui est de l'innovation, je dirais qu'il faut qu'on se rappelle que l'innovation dans le cadre du numérique, elle vient pas toujours loin de là des grands groupes et des grandes structures. On a un tissu de start-up en France qui est quand même de start-up du numérique qui est très bon. Simplement, la difficulté qu'on a maintenant, c'est que les start-upers du numérique, jusqu'à présent, se sont occupés déjà du numérique et ensuite pour les applications, de l'application grand public, parce que les applications grand public, c'est ce à quoi on pense naturellement chacun d'entre nous. Et maintenant, il faut qu'on arrive à créer des partenariats et que des start-up du numérique travaillent avec des industries plus lourdes, je dirais, des industries traditionnelles. Et il faudrait qu'on arrive à impulser des choses là-dessus parce que l'innovation va résulter de ces partenariats entre des secteurs industriels qui ne sont pas suffisamment numérisés et des start-up aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Là-bas, au fond. Oui, bonjour. Vous avez parlé au départ de jargonnage, on parlait de pédagogie. On voit qu'il y a peut-être une transmission d'activités du grand public vers les entreprises. Mais qu'en est-il de l'accompagnement aussi des côté formation des jeunes, des moins jeunes, parce que ça en fait partie aussi, pour aller vers ce changement et cette acceptation? Qui veut prendre la parole? Marc Charrière. Dans le cadre du comité stratégique de filière, il y a effectivement un axe formation dont est responsable Infranum. C'est pour ça que je pensais qu'il allait répondre. Mais il s'agit surtout des compétences pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a sûrement quelque chose à faire. Dans le cadre du partenariat un peu dont je parlais tout à l'heure, un partenariat entre des secteurs industriels et du numérique, il faut qu'on arrive à faire se rencontrer tout ça. Et puis une formation plus aux techniques de, comment dire, aux techniques du numérique aussi pour tous les jeunes, c'est-à-dire pas uniquement les garçons. Parce que s'il n'y a que des garçons ici, c'est aussi parce qu'on s'adresse à la moitié de la population. Il y a une autre question. Merci beaucoup pour vos interventions. Monsieur Charrière, vous avez parlé du rapprochement à moyen long terme du monde du réseau et du monde du service. Et est-ce qu'on voit déjà des esquisses de questions de régulation qui se posent, notamment suite aux questions de compliance et de séparation de la partie réseau et de la partie service qui ont été imposées à certains opérateurs télécoms dans les années précédentes? Pour l'instant, non, parce que c'est pas tout cela est en début d'implémentation, en particulier avec les releases justement de la 5G à partir de
de la 5G standalone, ce qu'on appelle standalone, enfin je vais arrêter, parce que là c'est super jargon, mais à partir des 5G Advance, on va dire, et pour l'instant, les seuls points qu'on a à adresser, ce sont des points de sécurité, parce que quand on commence à mettre en logiciel le réseau, jusqu'à présent on avait des boîtes qu'on implantait dans le réseau qui devaient être sécurisées à l'entrée, à la sortie, avec l'ANSSI en particulier, etc., d'un point de vue sécurité de réseau. Là, maintenant, on est en train de sortir le réseau, le mettre sur des plateformes, donc on imagine tout ce que ça pose comme problème. La cybersécurité qu'on avait au niveau des applications, on va l'avoir à gérer au niveau des réseaux, avec tout un tas d'intervenants. Donc, la régulation qu'on voit, enfin, la réglementation, etc., qu'on voit arriver, concerne cette partie-là de sécurité des fonctions réseau qu'on va mettre sur des plateformes. Et là, c'est assez compliqué pour l'instant. Donc, on a du mal à avoir les autorisations pour pouvoir mettre tout en plateforme, hein, pour être clair. Il faudra sans aucun doute des bacs à sable réglementaires, comme on dit aujourd'hui, pour tester en fait les solutions de réglementation. On a eu des autorisations où on nous disait OK pour faire du réseau, du réseau en logiciel, mais vous mettez tout dans la même pièce. Donc c'est vraiment bac à sable. D'autres questions? Peut-être une question. Oui, on est resté beaucoup dans l'Hexagone, on n'a pas parlé de l'Union européenne. Est-ce que ça joue pas du tout, ou est-ce qu'il y a des implications ou autres de ce côté-là, dans ces dimensions? Tout se déploie, en fait, y compris le plan France très haut débit, ça se déploie dans le contexte de l'Union européenne. Si on fait d'ailleurs cette mission, etc., c'est parce qu'on doit évaluer la politique française au regard des aides d'État. C'est ce qui justifie en fait cette étude, enfin en partie l'étude par France Stratégie, au-delà de l'intérêt intrinsèque de comprendre comment le très haut débit modifie, enfin un peu impacter les usages, la cohésion territoriale, etc., etc. En tout état de cause, les pays qui soutiennent publiquement le développement du très haut débit doivent rendre compte auprès de la Commission de la manière dont ils subventionnent en fait le déploiement du très haut débit, bien entendu. Un complément sur l'Union européenne, la Commission européenne. Si en France on est plutôt très bon, voire même excellent sur la couverture, le déploiement du très haut débit, sur la numérisation des entreprises, c'est quelque chose que surveille de très près la Commission européenne avec une étude qui est menée chaque année, un indice qui s'appelle l'indice DESI, D-E-S-I. On constate, malgré un petit rattrapage de la part de la France, mais la France se situe au 14e niveau, donc 14e place sur 27 pays de l'Union européenne en termes de numérisation des entreprises. Donc c'est souvent dans nos discussions, on part de l'Union européenne avec un point de départ, un constat qui est relativement intéressant et qui laisse des marges de manœuvre importantes pour nos entreprises en termes de numérisation. Donc il y a une partie connectivité qui est très bonne, mais des efforts importants à faire au niveau de la numérisation, donc accroître l'usage des services qui sont associés au très haut débit. Anne et Pierre-Jean, vous... Justement, excusez-moi. C'est quoi la prochaine étape? Alors la prochaine étape, c'est Pierre-Jean qui va dire quelques mots de conclusion, et puis je vous donnerai ensuite quelques éléments de calendrier. Mais d'abord, je vous remercie pour tous ces éléments. En tout cas, nous on va vraiment se nourrir de tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui sur la rédaction du rapport final. Peut-être juste une question un petit peu provocante, avant de passer la parole à Pierre-Jean. Je m'adresse peut-être... est-ce qu'on n'a pas démarré trop tôt, finalement, la fibre? Est-ce que les usages, les entreprises n'étaient pas prêtes, finalement?
peut-être commencer à apporter un élément de réponse, parce que j'étais taquin tout à l'heure en disant que finalement la connectivité n'était qu'un moyen, voire un prérequis. Mais c'est aussi la plateforme sur laquelle on construit. Donc je pense que tant qu'elle n'était pas là, c'était difficile de construire. Après, il y a peut-être effectivement un petit retard à l'allumage côté entreprise. Alors, c'est plus difficile à observer aujourd'hui parce qu'on a les indicateurs sont un peu brouillés par la période Covid, pandémie, etc. Mais côté marché, on voit clairement une bascule des entreprises depuis un an et demi qui s'engagent dans le déploiement de la fibre optique. Est-ce que ça en fait tout de suite des entreprises qui sont transformées numériquement? Pas tout à fait, mais elles s'équipent. Je pense qu'on a eu tout à fait raison de démarrer tôt. Et me revient cet exemple que je citais tout à l'heure, c'est que, alors là pour le coup c'est un usage public, mais les collèges et les lycées qui ont commencé à 6-10 mégabits il y a 5 ans, ils sont à 100 mégabits aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. Et qu'il y a eu des adoptions d'usage dans la pédagogie. Alors là, pour le coup, on n'est pas dans de la productivité, de l'innovation, mais on est certainement dans la pédagogie. Et il s'est passé forcément quelque chose. Et ce qui se passe là se passe forcément aussi dans les entreprises qui auront adopté assez tôt la fibre optique. Dans un pays où me venait cette réflexion aussi, c'est qu'on est assez étalé géographiquement. Et que on a aussi beaucoup d'entreprises qui sont pas encore en zone de couverture fibre, pour lesquelles il y a pas encore la solution. La question, enfin, effectivement, la question est intéressante, mais effectivement, on peut pas adopter si l'offre n'est pas là. Donc, de toute façon, il fallait déployer l'offre pour que les acteurs puissent adopter et éventuellement se poser la question de l'adoption et ne pas adopter parce que c'est pas tout immédiatement utile à leur modèle d'affaires, à leur organisation, etc. La deuxième chose, c'est que, en fait, ce retard à l'allumage de la France sur le numérique n'est pas nouveau. Il a 20, 25 ans, etc. Et donc, c'est lié à alors on appelle ça en général des facteurs culturels, ça veut dire qu'on ne sait pas très bien les expliquer, mais ces facteurs culturels, c'est quoi? C'est par rapport à d'autres pays, une moins grande connexion à l'international, parce que, par exemple, par rapport à des petits pays très interconnectés, parce que c'est leur modèle de survie. Hein. Voilà, on peut comparer la France et le Danemark ou la Suisse, on peut le faire, mais c'est pas des pays qui ont les mêmes problématiques. Donc ça explique aussi pourquoi le déploiement se fait, enfin plutôt l'adoption se fait avec plus de retard en France, et en même temps il se fait. C'est-à-dire que voilà, donc il faut pas non plus paniquer. Encore une fois, lorsqu'on regarde en fait des pourcentages d'adoption, alors que, en fait, encore une fois, on a une loi de puissance, c'est-à-dire que beaucoup d'effectifs, beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup d'effectifs, beaucoup de valeur ajoutée, etc., est produit quand même par les plus grandes entreprises, les moyennes, etc., etc. Et ceux-là adoptent, ceux-là sont plus interconnectés internationalement, etc., etc. Et que le boulanger de mon quartier n'adopte pas la 5G ou la fibre optique, peut-être que ce n'est pas si important que ça pour la qualité du pain que je lui achète tous les jours et pour sa compétitivité vis-à-vis du boulanger d'Oslo, qui est peut-être plus connecté, mais qui n'est pas directement en concurrence avec mon boulanger. Voilà. Donc je pense qu'il faut aussi revenir quand même un peu aux fondamentaux et se demander, en fait, effectivement... Enfin, en tous les cas, ne pas se dire que ne pas adopter, c'est un problème majeur. Ce qui est un problème majeur, c'est de ne pas adopter les outils qui permettent d'être efficaces, de faire des gains de productivité, enfin, etc. Oui, je pense que c'est de toute façon un investissement durable, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, pardon, c'est qu'il s'agit du passif. Et c'est durable, on met ça pour longtemps. La partie active n'est installée en fait quasiment proportionnelle au taux de pénétration. Si vous n'avez pas de clients, vous mettez pas de carte derrière. Donc ça, ce sera proportionnel au fur et à mesure de l'implantation du service. Donc on ne fait pas de mauvais investissements. C'est ça que déjà.
Oui, c'est bon. Ça. Oui, on va pas bouger. On va faire une conclusion rapide. D'abord, merci à tous, à la fois à la deuxième table ronde, la première table ronde. Merci donc à la fois aux participants pour vos remarques. Je pense que en tout cas les discussions, les inputs pour parler français, en tout cas sont très intéressants pour nous, pour la finalisation du rapport. D'abord, ça valide l'importance du sujet, le fait d'y dédier une discussion et de nourrir, en tout cas, une partie du rapport, puisqu'il ne s'agira pas simplement d'évaluer le plan France Très Haut Débit, quel est le coût du déploiement, quels sont les bénéfices, combien de couverture, on voit en 2022, 2025, etc. La question n'était pas là. On a conçu cette évaluation sur une perspective à la fois pluridisciplinaire. Vous l'avez vu, y compris à travers les interventions de Chloé et de Clément tout à l'heure, en abordant à la fois la pertinence de déployer et de consacrer des dizaines de milliards à un réseau de nouvelle génération par la fibre, de regarder si le plan a été bien mené, dans l'utilisation des fonds publics notamment, et surtout de se poser la question de à quoi ça a servi, et est-ce que ça sert à quelque chose. Et on voit bien de la discussion que l'importance de penser les usages, et notamment que la question des usages entreprises, elle a à la fois des similarités avec ceux du grand public, dans les effets d'apprentissage, etc., elle a peut-être une certaine décalage entre la disponibilité et l'usage, mais surtout à des spécificités et des nombreuses spécificités avec une complexité qui est liée aux différents segments de marché, des besoins particuliers des entreprises, on en a largement parlé, mais aussi, Marc Charrière l'a rappelé, à la convergence, à une forme d'intrication nouvelle qui s'opère entre les réseaux et les services. J'ai marqué en note, tiens, on est avec 50 nuances de fibres finalement entre le FTTO, le FTTH, le FTTE, et puis on pourrait multiplier les différents types de qualité, etc. Alors bien entendu, ça permet un peu de nuancer le réseau. C'est pas simplement un réseau fibre, c'est une infrastructure, je reprends le terme passif, avec différentes formes d'organisation et de conception et de services qui se greffent sur ce réseau, et donc une difficulté bien entendu de l'évaluation et des effets observables, et le fait que les effets observables sont pas du blanc, du noir, ça marche pas. Alors le constat du retard de la France en termes d'usage par rapport à la couverture, on l'a fait, ça a été rappelé notamment par M. Bozara à partir des comparaisons internationales, mais ça a été aussi un constat de l'Observatoire Infranum. Mais il y a des spécificités françaises qu'a rappelé d'ailleurs Eric un instant. C'est des spécificités à la fois territoriales, la ruralité du territoire, un territoire de taille très grande, effectivement, déployé en France, c'est pas pareil que déployé aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est très bien, mais bon, c'est un territoire plus petit, plus plat, avec un historique technique qui est pas forcément le même. Donc on a des spécificités à la fois territoriales, qui ont pesé sur le déploiement, mais également liées aux écosystèmes industriels qui sont différents. Il se trouve que j'ai enseigné plusieurs années en Suisse, et l'avance de la Suisse sur différents indicateurs, il est peut-être tenu en partie par la couverture, encore que géographiquement, le déployer en Suisse, c'est pas forcément très très simple, même si les moyens sont plus là. Mais par contre, l'écosystème industriel est très très différent, et la proximité des entreprises, etc. Donc on peut penser aussi que la taille du pays et la structure de l'écosystème industriel suisse a pu aussi peser, ou en tout cas faciliter son avance sur un certain nombre d'éléments. Et puis dernier point que je soulignerai, c'est donc finalement, mais peut-être en termes de politique publique, un plan très haut débit, c'est pas simplement penser couverture et éligibilité, mais c'est aussi penser l'accompagnement. Vous avez été plusieurs à le rappeler. Alors la fonction que crée l'organe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un réseau, il y a des services et des besoins qui se manifestent, qui s'expriment, mais pour ça il faut effectivement un accompagnement en termes de technologique, de systèmes d'information, y compris du dernier kilomètre, à l'intérieur peut-être des entreprises, un accompagnement en termes de services, de compétences,
développement des compétences, et puis d'incitation à utiliser, et là aussi. Et donc, finalement, je veux dire, ça sera peut-être notre conclusion du rapport, l'effort du très haut débit, du plan France très haut débit, n'est pas fini pour moi, avec le 100% de couverture fibre en 2025, mais ça suppose aussi de continuer à mesurer et à se doter des outils pour effectivement suivre ces adoptions, ces usages, et pas se contenter de mesurer l'éligibilité. Et c'est un des points d'ailleurs sur lesquels nous on s'est heurté lors du rapport, sur des données qui sont autant sur les données d'éligibilité, de couverture, on arrive à peu près à les avoir, autant sur les données d'adoption, alors pour des raisons qui sont à la fois de remontée d'informations des différentes collectivités, mais aussi pour des raisons de secret des affaires, parce que les opérateurs naturellement cachent un peu leur copie sur l'efficacité de leur déploiement et les niveaux de commercialisation. Mais c'est vrai que c'est un point important si on veut justement pousser plus loin la réflexion et le déploiement, au-delà de simplement, il y a la prise qui est là, il suffit de s'y brancher. Voilà. Je vous remercie en tout cas tous de votre participation. On souhaitait tenir les délais parce qu'on sait que les agendas sont tous chargés pour les uns et les autres. Et donc, écoutez, merci. Et peut-être Anne, le dernier mot pour la suite. Enfin, la suite. Juste une minute d'attention encore. Donc effectivement, nous, le calendrier, c'est une publication de notre rapport complet d'évaluation pour le grand public, plutôt tout début d'année prochaine, au mieux peut-être cette fin d'année, avec les résultats complets de ce qui a été présenté, et puis des travaux d'autres équipes de recherche aussi. Voilà. Donc merci aux intervenants, merci aux deux intervenants de la table ronde, merci à Clément et Chloé. Et donc je vous convie donc à venir partager avec nous un petit réconfortant, voilà, un petit buffet qui vous permettra de repartir pour faire vos activités avec un petit peu de force. Donc c'est Clémentine qui va vous accompagner, vous indiquer, parce que évidemment c'est pas dans ces locaux-là, c'est un tout petit peu plus loin dans le bâtiment. C'est pas très loin, voilà. Et merci encore à vous tous.